Alors, avant de parler d'AW, je voudrais juste revenir sur des chiffres qui sont intéressants. C'est que 90% des applications métiers seront hébergées dans le cloud d'ici 2025. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement qui est initié par le cloud, il a plein d'impacts. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'il a des impacts? Simplement parce que aujourd'hui, et surtout en tant que DSI, ancien DSI, je peux en parler, c'est très compliqué le métier de DSI parce qu'il faut garder ce qu'on appelle le legacy, c'est toute l'infrastructure, tout ce qui existe. Les entreprises ne sont pas nées dans le cloud, enfin certaines oui, mais la majorité non. Donc il y a garder ce que j'appelle la lumière allumée et faire que tout continue de fonctionner. Le deuxième enjeu, c'est la sécurité. On gère des données. Les données, c'est le cœur de l'entreprise. Donc, il faut absolument que toutes les données qui sont encore hébergées dans l'entreprise soient bien gérées au niveau sécurité. Donc, ça, c'est compliqué. On demande aussi aux DSI d'être de plus en plus agiles, d'aller beaucoup plus vite, de s'adapter. Et tout ça avec des moyens moindres. C'est là où c'est intéressant. C'est que, quelque part, ce passage vers le cloud va permettre aux DSI de s'affranchir de tout ce que moi j'appelle la plomberie. C'est justement toute l'infrastructure, la gestion des serveurs, des operating systems, des mises à jour, qui consommaient énormément de temps dans les équipes DSI. Et ce temps qui n'est plus consacré à ça, maintenant, il peut être consacré à développer des applications métiers. C'est là où ça devient intéressant, c'est que le cloud va permettre, et notamment grâce aux PaaS, grâce aux plateformes, aux entreprises de se concentrer sur la valeur métier, la valeur business, de pouvoir consacrer du temps à ça et plus à gérer des infra et des mises à jour de logiciels. Donc, elles vont quelque part devenir éditeurs de logiciels, puisque en s'appuyant sur du PaaS, elles vont développer leur propre spécificité, leur propre logiciel qui va répondre à leur propre spécificité. Next. Oui, parce que c'est le côté cloud native aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que les applications, enfin, l'évolution dont tu parles au niveau des applications, relève aussi du fait que ces applications ne seront plus conçues comme elles le sont aujourd'hui. C'est déjà un phénomène en cours, on y reviendra, avec ce registre d'applications cloud native, c'est-à-dire nourries de ce que l'on va voir comme la diversité des services offerts notamment par un opérateur comme AWS. Ouais. Slide suivant. On peut revenir. Ouais. C'est cela. Alors, excusez-moi, je dois me rapprocher de mon téléphone parce que j'ai pas les slides devant. Donc, 500 millions, c'est colossal. C'est 500 millions, c'est le nombre d'applications métiers qui vont être développées, encore une fois, d'ici 2025. C'est juste, ce slide-là, il est juste là pour illustrer que c'est pas juste un épiphénomène, c'est un mouvement de fond. 500 millions d'applications, c'est plus que ce qu'on a développé pendant les 40 dernières années. Donc, c'est vraiment une tendance qui s'accélère. Voilà, c'est juste ce slide, il est juste là pour dire ça. Voilà. Suivant. Alors, en général, qu'est-ce qui pousse à migrer vers le cloud? J'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai effleuré, mais d'abord, c'est des contraintes IT. Aujourd'hui, continuer de gérer son propre data center, de gérer sa propre sécurité, de gérer ses mises à jour, etc., tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc, il y a bien un aspect TCO, pour Total Cost of Ownership, c'est les calculs qui calculent justement ce que coûte le maintien d'applications dans des data centers. C'est ça qu'on va chercher à réduire. Ensuite, le deuxième enjeu, je l'ai effleuré aussi tout à l'heure, c'est la sécurité. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour une société d'arriver à garantir la sécurité de ces data centers. C'est compliqué parce que les hackers deviennent de plus en plus forts. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive là-dessus et qui aide aussi les hackers à trouver des failles dans le système. Donc, ensuite, il y a les environnements régulés. Que vous soyez dans le secteur bancaire ou dans le secteur de la santé avec la norme IPA, etc. C'est très, très compliqué à maintenir tout ça. Donc, ça, c'est vraiment deux drivers essentiels au niveau de l'IT pour migrer dans le cloud. Il y a bien sûr l'histoire de l'agilité qui est importante, ça on va le voir juste après, mais aussi tout ce qui est silo de données. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le secret des entreprises qui gagnent, c'est d'arriver à gérer correctement leurs données. On sait que par le passé, on avait des solutions monolithiques qui créaient des silos de données. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de... Oui ? Non, je t'en prie. Ah, ok. Tout l'enjeu, c'est de rendre cette donnée accessible et actionnable. Ça veut dire la désiloter, la mettre dans des data lakes, ça veut dire aussi qu'il y a des traitements de la donnée, etc., qui doivent être faits. Donc ça, c'est vraiment des enjeux principaux du côté IT. Maintenant, du côté métier,
On va chercher à bien sûr être beaucoup plus agile, à se concentrer, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur les applications métiers. On va chercher à être global, on va chercher à être scalable. Et donc, tout ça, ce sont des facteurs qui font que les entreprises migrent vers le cloud. Next. Ensuite, je parlais tout à l'heure le bénéfice. Ouais, le bénéfice du cloud computing. Donc, le premier élément, c'est l'augmentation de l'agilité. À partir du moment où on n'a plus à gérer toutes les couches basses de l'infrastructure, toutes les couches d'OS, etc., encore une fois, et que la donnée est actionnable, on peut devenir très, très agile en utilisant du serverless, en utilisant de la containerisation, etc. Et donc, on va pouvoir, comme ça, augmenter très clairement l'agilité et aller beaucoup plus vite dans les développements. Ensuite, l'autre enjeu, et ça spécifiquement notamment dans le retail ou dans la banque, mais dans le retail, l'exemple est plus marquant, c'est comment s'assurer que le back-office va répondre aux demandes des consommateurs. Je prends l'exemple du Black Friday que tout le monde connaît. Pour un retailer, le Black Friday, ça peut générer 200, 300, 400, 600, 1000% de consommation supplémentaire que les jours normaux. Donc, comment arriver à tout simplement répondre à ça? Eh bien, c'est un des avantages des clouders, des hyperscalers dont AWS fait partie. C'est tout simplement, on va être capable d'adapter en temps réel la bande passante, la puissance de calcul, tout ce qu'il faut pour que l'expérience client soit réussie. Et ça, on va le faire en temps réel. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de provisionner des machines au préalable, comme on était obligé de le faire avant quand on hébergeait les données chez soi. Tout ça, c'est fait de manière totalement automatique. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va payer à la consommation. Donc, on n'a pas de gros investissements à faire au préalable et on ne va pas immobiliser des machines. On va juste payer ce qu'on consomme. Ensuite, les économies d'échelle, évidemment, quand on n'a plus à le faire, à héberger toutes ces données et avoir l'infrastructure soi-même, on va faire des économies d'échelle, puisque nous-mêmes, AWS, on va mutualiser les data centers pour plusieurs clients. Donc, ça permet de faire des économies. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, excusez-moi, je dois bouger pour lire le slide parfois, ce qui est intéressant ensuite, c'est aussi de pouvoir grandir très, très rapidement. Et donc ça, on peut très bien choisir aujourd'hui de n'être présent que dans un pays, sur une zone spécifique, mais demain, parce qu'on a conclu un partenariat stratégique, parce qu'on a décidé d'attaquer un nouveau marché, de pouvoir déployer l'ensemble de ces applications et de ces données partout dans le monde en un seul clic. Et ça va très très vite. Ça aussi, ça va à la fois sur le message de l'agilité et à la fois sur le fait que le cloud, il est là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à grandir. Et que ça transcende quand même beaucoup la vision et le rapport à l'informatique, dans la mesure où, quand on pose la question de déployer on-premise plutôt que dans le cloud, et que subitement on a cette problématique de se déployer à l'international, eh ben, on-premise, c'est juste pas possible. Enfin, il n'y a rien qui vienne aider cette démarche-là. Alors que, comme tu l'évoquais, là, dans le cloud, on a des exemples fameux où, à coup d'activation du CDN, par exemple, eh bien, on se retrouve à offrir une expérience utilisateur sur des sites web partout dans le monde qui va être à l'image de celle que l'on aurait à proximité. Donc ça, sont aussi des éléments déterminants dès lors que la problématique va être de s'ouvrir, comme tu l'évoquais. J'en suis au next. Yes. Donc, ça, c'est pour illustrer. Aujourd'hui, AWS est présent dans plus de 30 régions, 99 zones de disponibilité, 3 sur Paris. Donc, on peut aussi, et là, j'attaque un petit peu l'histoire des environnements régulés, on peut tout à fait aujourd'hui choisir avec AWS de n'héberger ces datas que en France. Donc, ça répond à la problématique du cloud souverain avec tout l'aspect sécuritaire, etc., qui va derrière. Mais donc aujourd'hui, on est capable de choisir, le client choisit très clairement où il veut que ces données soient hébergées. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui différencie AWS des autres hyperscalers? C'est clairement le nombre de services. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de services? C'est ça qui est intéressant. C'est d'où ça vient. En fait, AWS est né d'Amazon. On est une filiale d'Amazon aujourd'hui et AWS, c'était tout simplement la filiale IT d'Amazon. Ça veut dire qu'en gros, que
tout ce que vous trouvez aujourd'hui disponible chez AWS a d'abord été testé et utilisé par Amazon. Et ça, c'est un énorme différenciateur. Pourquoi ? Ça veut dire que, les technologies, elles répondent aux métiers. Aujourd'hui, Amazon, c'est de la logistique, c'est du retail, ça touche à plein de métiers. On touche au transport. Et donc, on assure tout ce service par nos propres moyens. Et c'est AWS qui est derrière. Donc, c'est éprouvé, testé et ensuite mis à disposition chez nous. Ensuite, il y a la partie robustesse. Aujourd'hui, c'est plus approuvé. On existe depuis 16 ans et on a des millions de clients qui sont actifs sur la plateforme. Alors, pourquoi ils sont actifs ? Et c'est parce que c'est pas juste Amazon qui est capable de faire ça, enfin AWS qui est capable d'attirer autant de clients. Tout simplement, on a tous ces clients actifs parce qu'on a aussi beaucoup de partenaires actifs. Comme la technologie, elle est très ouverte, comme on innove tout le temps, comme on met tout le temps tout à disposition de nos partenaires, des partenaires comme Galilée, avec leur solution CPSM, développent des solutions métiers sur base d'Amazon. Et c'est ça qui fait le succès d'Amazon. C'est la pléthore de partenaires, quelque part, qui fait que chacun peut y trouver la solution métier qui lui va bien. Ensuite, je t'attends une seconde parce que ça fait écho à un propos que Emmanuel avait eu en revenant d'un summit il y a quelques années, en disant que ce qu'il avait bluffé, c'était justement la quantité de solutions qui étaient présentées et qui résultaient finalement de temps assez court. Je te laisse développer, Manu, ce qu'avait été ton sentiment à l'époque, justement, quand tu étais revenu du summit. Oui, tout à fait. On voit très clairement que ce soit pour des startups ou des entreprises plus larges qui ont pourtant une historique dans l'informatique, que l'utilisation de ce type de service permette de mettre rapidement sur le marché des applications et déployer des nouvelles fonctionnalités. C'est clairement le principe de l'agilité qui est là, de cette boîte de Lego. Je compare AWS à une boîte de Lego où on fournit des pièces de base, les briques de base, et puis vous êtes les orfèvres. Vous allez, si vous avez des enfants qui jouent au Lego, vous avez les petites fleurs, les petits machins, c'est vous qui allez dessiner les petites fleurs, mais qui vont se mettre sur les éléments de base et qui vont être présents dans la totalité, en fait. Donc, ensuite, on avait... Pour revenir. Ouais, on parlait de la sécurité. Aujourd'hui, c'est vraiment un aspect très, très important. Et le cloud est en train de vraiment faire ses preuves, si je peux le dire comme ça. Parce que aujourd'hui, on a, chez Amazon, en tous les cas, chez AWS, on a plus de 200 certifications au niveau de la sécurité. Donc, si qu'on soit dans un environnement régulé, type EDF par exemple, avec des centrales nucléaires où vous avez des classifications de données qui vont de C1 à C4, le C4 étant le nucléaire et les données extrêmement sensibles, aujourd'hui on va gérer jusqu'aux données C3. Donc, on va gérer y compris les données clients chez un compte comme EDF. On va aussi le faire chez Sanofi avec des données patients. Donc là où on est censé, en tous les cas on le fait, on respecte la norme IPA, ou dans le monde bancaire avec HSBC qui utilise aujourd'hui la partie AWS pour quasiment tout. Donc on voit bien que là le cloud a fait ses preuves et qu'il n'y a plus d'enjeu quelque part. Ensuite, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à lire. Oui. Autre point durabilité et qui me semble ultra important, plus encore qu'hier aujourd'hui, c'est l'aspect durabilité, sustainabilité. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous avez vos propres data centers avec vos propres clims et vos propres serveurs, vous consommez, vous générez une empreinte carbone. C'est normal, c'est comme ça. À partir du moment où vous allez chez AWS, vous allez toujours générer une empreinte carbone, évidemment, mais qui va être nettement moindre. Elle va être nettement moindre. Pourquoi ? Simplement parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, en mutualisant plusieurs clients sur des data centers, fatalement, on fait des économies de production énergétique. C'est aussi simple que ça. Mais surtout aussi parce que Amazon... c'est vraiment dans les gènes. On essaye vraiment de réduire notre empreinte carbone. Et donc, pour ça, on fond nous-mêmes nos propres composants électroniques. On crée nous-mêmes, on est fondeur, en fait. Et donc, l'enjeu, notamment de ces puces, c'est bien sûr la vitesse d'exécution, pour d'abord servir le client. Mais le deuxième enjeu, c'est la réduction de l'économie d'énergie. Enfin, c'est l'économie d'énergie, qu'on va pouvoir faire sur ces puces. Donc, on crée ces puces
avec une vocation qu'elles consomment le moins d'énergie possible, qu'elles produisent le moins de chaleur possible. Elles sont pensées et faites pour ça. Et donc, d'ailleurs, on fournit des outils quand vous êtes client Amazon qui vous permettent d'analyser la réduction d'empreinte carbone de votre informatique depuis que vous êtes dans le cloud AWS. Donc, ça, c'est aussi un autre point. Le dernier élément, c'est le rythme d'innovation. Donc, pourquoi est-ce qu'on innove vite et beaucoup ? D'abord parce qu'on est maître de notre plateforme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est, au travers d'Amazon, toujours à l'écoute de nos clients. Et donc, du coup, on va toujours inventer l'innovation qui va nous permettre, à nous ou à nos clients, de réussir. Comment ça se traduit, ça ? Et après, il y a d'autres enjeux, notamment quand on parle d'Amazon, qui est la concurrence. Alors, je vais vous donner un exemple simple. L'innovation au niveau du streaming vidéo au travers d'Amazon Prime. Donc, Amazon Prime, aujourd'hui, repose intégralement sur l'architecture et les technologies d'AWS. Maintenant, on a des clients comme Netflix, comme Hulu, comme HSBC. HSBC, pardon. HBO, pardon, merci. C'est HBO. Excuse-moi. Qui utilisent les mêmes services qu'Amazon Prime. Donc, on peut considérer que Netflix ou les autres peuvent être concurrents, et néanmoins, ils utilisent la plateforme Amazon pour délivrer leur contenu. C'est bien la preuve que l'agilité et l'innovation d'AWS permet de réussir, y compris quand on est quelque part concurrent. Donc voilà. Ensuite, l'expertise opérationnelle éprouvée, oui, ça c'est les data centers d'Amazon. Vous n'avez jamais entendu qu'il y en ait un qui ait pris feu ou qu'on ait perdu des données. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques d'Amazon par rapport aux autres, c'est qu'on est capable de garantir en cas de disaster recovery la transaction jusqu'au dernier millième de seconde. Et on est les seuls à le faire aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment dans l'efficacité opérationnelle que met Amazon à assurer le service auprès de ses clients. Next. Donc, 200 services disponibles, il y en a plein. On va avoir des outils pour les développeurs, on va avoir les outils pour les contact centers, on va avoir les outils d'IA. Donc là, je sais que Arnaud et Emmanuel vont en parler un petit peu, puisque ça, c'est la fameuse boîte de Lego, en fait, quelque part, qu'on met à disposition. Et juste sur l'innovation, je vais revenir juste sur un élément de ce slide, qui est la partie Call Center Connect. Connect, c'est quoi ? C'est une technologie qui va permettre de digitaliser la voix. En gros, si on regarde les contact centers, quand vous appelez Orange ou Toyota, enfin toutes ces grosses sociétés, vous avez des opérateurs qui vous appellent, ce sont ce qu'on appelle des plateaux. Aujourd'hui, ils avaient digitalisé les accès au niveau du web, de WhatsApp, du mail, etc. Tout ça, c'était digitalisé, mais pas la voix. AWS a créé Connect. Connect, c'est une solution qui permet tout simplement de retranscrire en temps réel tout ce qui se dit entre un opérateur et un client. Donc, en temps réel, on va être capable de transformer ma voix en écrit. Alors, pourquoi c'est important, ça ? D'abord, pour le superviseur du call center, parce que le superviseur, c'est celui qui écoute les conversations pour aider éventuellement un opérateur à bien répondre aux clients. Avant, quand on n'a que la voix, eh bien, il pouvait écouter qu'une seule conversation à la fois. Aujourd'hui, comme c'est retranscrit en temps réel, il peut suivre 3, 4, 5 conversations à la fois sans aucun problème. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est les éléments de formation. Donc, la formation de ces opérateurs, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir lire toutes les interventions qui ont été faites plutôt que de devoir chaque fois écouter des vidéos, des audios, repositionner les têtes de lecture aux bons endroits. Bon, ça, c'est les petits bénéfices de ça. Mais les gros bénéfices, c'est quoi ? Le gros bénéfice, c'est que comme on va transcrire en temps réel, vous avez en bas à droite de mon slide tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et le machine learning qui vont arriver pour aider l'opérateur. C'est-à-dire qu'en temps réel, l'intelligence artificielle va analyser ce qui se dit, y compris même, on va faire des analyses syntaxiques, on va faire des analyses sémantiques, on va faire des analyses de tonalité. Donc, on va entendre si le client n'est pas content, agressif ou pas. Et donc, l'intelligence artificielle va pouvoir conseiller à l'opérateur la meilleure manière, la meilleure option pour répondre à ce client et pour satisfaire ce client. Donc, vous voyez, ça, c'est typiquement une innovation qu'a amené AWS sur cette partie-là.
Donc voilà, donc je vais pas détailler les plus de 200, mais ça continue, il y en a de plus en plus, et on est ravis. Voilà.